L'Europe est en quête de fraîcheur. Le continent est touché par des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, longues et intenses. Les records de température se succèdent. Jusqu'où le mercure peut-il encore monter en Europe? Et en quoi cela va-t-il changer nos vies? Nos villes, nos grandes villes, sont par nature des pièges à chaleur. La question est de savoir si les futures vagues de chaleur atteindront les 50 degrés. D'après nos connaissances actuelles, c'est tout à fait envisageable. Sous-estimons-nous le danger des canicules? Et que pouvons-nous faire pour nous protéger dans un monde de plus en plus chaud? Avec l'intensité accrue des vagues de chaleur, il est tout à fait possible que notre comportement habituel ne soit plus adapté. Le corps humain n'est pas très efficace. Il produit une grande quantité de chaleur dont il doit se débarrasser. Cet été est très probablement le plus frais du reste de notre vie. De toutes les grandes villes européennes, c'est à Paris que le risque de mourir lors d'une canicule est le plus élevé, comme le révèle une comparaison internationale réalisée en 2023. Et peu d'endroits du vieux continent ont connu un traumatisme aussi profond lié aux vagues de chaleur. Bonjour, la canicule ne faiblit pas, on entend encore des chaleurs exceptionnelles aujourd'hui. Alors, l'été 2003, il faisait très chaud, on avait du mal à dormir la nuit, il y avait plus de morts que d'habitude, il y avait plus d'activités funéraires, mais c'était dans l'ordre des choses. Il faisait chaud, il y a plus de morts, ça arrive tous les ans. Et puis là, survient quelque chose d'absolument incroyable. En 3 jours, alors que d'habitude, il y a 38 morts par jour en moyenne, pendant un mois d'août, là, il y a 650 morts en 3 jours. 650 morts, c'est 3 avions qui se crashent. C'est une situation qu'on n'a jamais vécue. La majorité de ces décès avaient lieu dans des appartements, souvent au 6e ou 7e étage dans les chambres de bonne, qui sont sous les toits, en zinc, des toutes petites pièces qui sont suffocantes pour les gens qui sont âgés, qui sont seuls, qui sont désocialisés. Ça a été des pièges absolus. Parce que personne ne s'en souciait de ces gens qui étaient tout seuls alors que tout le monde était en vacances et qui en réalité étaient dans une étuve et qui sont morts tous comme ça. En une semaine de canicule, le nombre de décès dans ce service d'urgence a considérablement augmenté. Et le service des urgences est proche de l'asphyxie. Le problème, il est bien réel. C'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui meurent peut-être plus tôt que ce qu'ils devraient, mais ils n'auraient pas dû mourir. Après, la grande difficulté qu'il y a eu, ça a été la conservation des corps. La plupart des familles étaient absentes, donc les obsèques ne pouvaient pas se dérouler tout de suite. On était à un moment où il fallait agir. Il y avait tous ces cadavres qui étaient partout. C'était des scènes de guerre dans Paris. La seule solution qu'on a trouvée, ça a été pour Paris de louer des camions gros porteurs, des 38 tonnes, et d'entreposer les corps dans ces camions frigorifiques. On a été obligé de faire des choses que d'habitude on a en horreur. J'ose pas imaginer Paris avec 50 degrés de chaleur parce que c'est totalement invivable. Si effectivement on doit avoir 50 degrés dans Paris, il n'y aura plus personne dans Paris. 50 degrés à Paris, cela semble improbable. Contrairement à d'autres régions du monde, où de telles valeurs sont de plus en plus souvent atteintes, voire dépassées. La plus forte progression des canicules à l'échelle mondiale est toutefois enregistrée là où on ne s'y attendrait pas.
La région du monde où les vagues de chaleur ont le plus augmenté dans les 30 à 40 dernières années, c'est pour l'instant l'Europe de l'Ouest. Dans les années 1980, les canicules étaient un phénomène rare. On avait 2 à 3 jours de canicule par an en moyenne. Aujourd'hui, on en comptabilise 7 à 10. On a donc multiplié le nombre de jours de canicule par 3, voire par 5. À combien de vagues de chaleur extrêmes faut-il s'attendre à l'avenir? À l'École polytechnique fédérale de Zurich, le physicien spécialiste du climat, Erich Fischer, modélise les scénarios de demain. Quand exactement parle-t-on de canicule? La canicule désigne des températures exceptionnellement élevées pendant la journée et pendant la nuit pour une région donnée. En Suisse, le seuil se situe aux alentours de 30 degrés. Dans d'autres régions du monde, ça peut être nettement plus si on est habitué à des températures bien supérieures. En Grèce, par exemple, mais aussi en Inde, où les seuils sont nettement plus hauts. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à beaucoup d'autres événements météorologiques extrêmes, les vagues de chaleur peuvent être prédites avec relativement de précision jusqu'à 7 jours à l'avance. Elles sont en effet le résultat d'une combinaison de processus bien particuliers. Pour qu'une vague de chaleur apparaisse, il faut une zone de haute pression. L'air chaud des régions plus chaudes est attiré et redescend à l'intérieur de cette zone de haute pression. En descendant, cet air se réchauffe par compression et limite la formation de nuages et de précipitations. C'est ce phénomène de masse d'air descendante qui provoque des températures très élevées au niveau du sol. Dans certains cas, la chaleur peut s'accumuler comme sous une cloche. À l'intérieur de cette zone de haute pression se forme un dôme sous lequel la chaleur est emprisonnée. Ça fait partie de ce qu'on appelle une situation de blocage anticyclonique. La conséquence, c'est que les perturbations qui arrivent sont bloquées et que l'air froid contourne le dôme de chaleur au lieu de le dissiper. Si on prend les villages andalous l'été à l'heure du déjeuner, on constate qu'ils sont toujours totalement déserts. Il n'y a pas âme qui vive dans les rues. Les fenêtres sont fermées et rien ne bouge. On n'entend quasiment pas un bruit à part quelques cigales. Si on se promène dans les rues à cette période de la journée, la chaleur transperce la peau. Les villages s'endorment pendant plusieurs heures. Personne n'ose sortir, sauf les visiteurs ou les gens qui ne savent pas ce qui se passe. S'il y a bien un pays d'Europe où les effets de la chaleur sont faciles à observer, c'est l'Espagne, en particulier à Séville. Cette ville est l'une des plus chaudes du pays, mais aussi de toute l'Europe continentale. Les températures maximales y atteignent déjà 44 degrés, voire plus. En juillet et en août, il y a beaucoup de touristes qui se comportent comme si c'était des journées ordinaires. Ils vont par exemple se promener dehors à 15 heures. C'est de la folie. Ils pourraient mourir de chaud. Ces canicules d'une ampleur nouvelle représentent un défi de taille, y compris pour une population déjà habituée à la chaleur, comme celle de Séville. Selon les calculs du physicien José Olaya, le nombre de décès liés à la chaleur a plus que doublé dans la ville entre 2018 et 2023. Sous-estimons-nous le danger des canicules faute d'en avoir conscience? José Olaya veut changer cela et anticiper les vagues de chaleur comme on le fait pour les cyclones, en mettant en place des niveaux de risque et des alertes sanitaires. D'une part, nous pouvons prédire l'arrivée d'une canicule 5 jours à l'avance. D'autre part, nous faisons une analyse rétrospective des conséquences des vagues de chaleur sur la société, notamment sur la mortalité quotidienne dans la ville. En cas de canicule avec des pics de température à 45 degrés, José Olaya prédit une surmortalité de 30 à 40% dans la ville de Séville. Mais comment sensibiliser le grand public? Peut-être en donnant un nom aux canicules,
comme c'est déjà le cas pour les cyclones. Les premiers résultats de notre sondage sont plutôt positifs. Les personnes qui avaient entendu le nom de la canicule ont pris davantage de mesures préventives pour en atténuer les effets. Des systèmes d'alerte précoce adaptés pourraient à l'avenir jouer un rôle de plus en plus important. Mais pourquoi les canicules augmentent-elles à ce point en Europe ? D'un côté, nous avons exactement la même météo, avec de l'autre, un climat global plus chaud en arrière-plan. Donc on a des températures plus élevées et une météo qui évolue toujours de la même façon, ce qui fait que les températures augmentent encore plus. Les vagues de chaleur sont plus longues et les seuils sont dépassés plus longtemps. L'Europe se réchauffe plus vite que n'importe quel autre continent. Sous l'effet du dérèglement climatique, les températures moyennes y ont déjà augmenté de 2,2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Les canicules surviennent donc plus souvent, car les températures de départ sont plus élevées que jamais. Mais il y a une autre raison à cela, les courants d'air rapides, appelés courants de jet ou jet stream. L'un d'entre eux circule autour de l'hémisphère nord à une altitude d'environ 10 km. Il apporte habituellement un rafraîchissement à l'Europe sous forme de dépression. Mais il arrive que le courant de jet se scinde en deux, ce qui a pour effet de dévier les zones de basse pression. Il en résulte des vagues de chaleur plus intenses. Ces situations de double jet stream durent de plus en plus longtemps et expliquent environ 30% de l'intensité des canicules en Europe. Ce pourcentage atteint près de 100% en Europe de l'Ouest. Ce phénomène entraîne des canicules successives, alors que les records de température sont censés être difficiles à battre. Il est important de comprendre que les canicules n'augmentent pas proportionnellement au réchauffement, mais de manière fortement disproportionnée. Les canicules qui ne survenaient que tous les 50 ans à la fin du 19e siècle sont déjà 5 fois plus fréquentes. Si on respecte l'accord de Paris sur le climat, avec un réchauffement d'1,5 degré à l'échelle planétaire, elles seront 9 fois plus nombreuses. Et 14 fois plus nombreuses avec un réchauffement de 2 degrés. Et si on manque les objectifs climatiques et que le réchauffement atteint 4 degrés, ça va grimper très vite. On aurait alors 40 années sur 50 au cours desquelles on observerait des conditions qui étaient très rares avant. Dans certains pays européens, on observe déjà un repli face à la chaleur, ainsi qu'une adaptation du rythme de vie. En Espagne, comme dans de nombreuses régions chaudes, on modifie les coutumes, le rythme et les activités en fonction de la chaleur. Parmi les traditions du Sud, il y a la fameuse sieste. On fait une pause en attendant que la chaleur se dissipe et on reporte les activités au moment plus frais de la journée. Le gros problème des vagues de chaleur, c'est qu'il est impossible de leur échapper. Nous avons tendance à penser que nous pouvons les fuir ou qu'elles ne nous affectent pas. Et c'est précisément ça qui les rend si dangereuses. Si nous ne pouvons lui échapper, quel effet la chaleur a-t-elle sur nous ? Pouvons-nous fonctionner avec des températures excessives ? Qu'en est-il par exemple de nos performances ? Nos expériences montrent que la chaleur modifie quelque peu notre perception du temps. Nous avons l'impression qu'il passe plus vite. Supposons que ceci est une seconde. Dans un environnement plus chaud, vous croirez que ceci est une seconde. Nous constatons également que les gens prennent des décisions plus rapidement et commettent donc plus d'erreurs. Mais la chaleur ne nuit pas seulement à nos performances cognitives, elle affecte également nos interactions. La chaleur a un impact sur notre état mental et émotionnel. Elle rend les gens moins patients et peut aussi accroître l'agressivité des individus au sein d'un groupe. Ils n'ont alors pas la patience qu'ils auraient normalement avec une autre personne. Il semble donc y avoir un lien entre chaleur et agressivité. Lorsque nous sortons de notre zone de confort en raison de températures excessives, le corps libère des hormones essentielles à la survie.
Ces hormones sont censées nous protéger contre la déshydratation, mais elles nous rendent également plus agressifs. Même notre altruisme diminue sensiblement avec la chaleur. Dès que notre corps passe en mode efficacité, nous nous préoccupons davantage de nos propres besoins que de ceux des autres. Mais ces effets négatifs de la chaleur ne sont-ils pas dus à un manque d'habitude ? Après tout, nous avons su nous adapter à différentes conditions climatiques au cours de l'histoire de l'humanité. Pourquoi pas maintenant ? Lisa Klaus et Boris Kingma s'efforcent de répondre à ce type de questions. Par exemple, existe-t-il une température idéale pour nous ? Il n'y a pas de température idéale. Une personne assise en terrasse avec un verre peut se sentir bien, alors qu'une autre personne qui travaille dans les mêmes conditions peut, elle, se retrouver en dehors de sa zone de confort. La chaleur a vite fait de nous emmener jusqu'à nos limites. Mais pourquoi ces limites ne pourraient-elles pas être repoussées ? Pour déterminer la capacité d'adaptation de l'humain à la chaleur, Lisa Klaus va placer plusieurs jours de suite des volontaires dans une chambre climatique, où ils seront exposés à des températures élevées. Dans la chambre climatique, nous avons administré aux participants une capsule télémétrique. Elle nous permet de mesurer la température corporelle et celle des organes vitaux. Notre corps est lui-même une sorte d'instrument de mesure qui réagit au changement de température, et ce, de manière inconsciente. La chaleur est invisible, mais nous la percevons. La température moyenne du corps humain est d'environ 37 degrés. Cependant, notre corps produit constamment un surplus de chaleur, par exemple par le biais du métabolisme, une chaleur qui doit être évacuée. Car pour notre survie, notre température ne doit que très légèrement varier. Comment cela fonctionne-t-il ? Petite démonstration. J'ai ici un objet froid et un objet chaud. Sont-ils en équilibre? Non, car l'objet chaud est plus chaud que son environnement et l'objet froid est plus froid que la température ambiante. Ça veut dire que cette glace absorbe la chaleur de son environnement. Elle va se réchauffer jusqu'à ce qu'elle soit à la même température. À ce moment-là, ce ne sera bien sûr plus de la glace. Il faut que j'en profite maintenant. Notre corps évacue en permanence l'excès de chaleur. Mais plus les températures extérieures augmentent, plus cela devient difficile. Pourtant, dans cette situation aussi, notre organisme sait comment réagir. Son réchauffement est repéré par une série de cellules nerveuses sensibles à la chaleur. Elles se trouvent principalement sur la peau, dans les organes internes, les muscles et le cerveau, et transmettent les informations au centre de contrôle de notre cerveau, l'hypothalamus. L'hypothalamus décide de la manière dont notre corps va réagir. La première ligne de défense face à un environnement trop chaud consiste à augmenter la circulation sanguine vers la peau, car le sang transporte une grande quantité de chaleur du cœur vers la peau, d'où elle peut ensuite être évacuée. Et si cela ne suffit pas, nous, les humains, disposons d'un dernier atout, un mécanisme que beaucoup d'espèces nous envient. Du point de vue de l'évolution, c'est la transpiration qui a permis à l'espèce humaine de survivre. C'est en effet la transpiration qui a permis aux humains de pratiquer la chasse à l'épuisement. Alors que les proies se retrouvaient en état d'hyperthermie et s'effondraient de fatigue, la transpiration aidait les humains à réguler leur température corporelle. Ces mécanismes peuvent-ils être optimisés par un entraînement ciblé en période de forte chaleur? Sommes-nous capables de nous adapter? Lorsque le corps est exposé à la chaleur pendant plusieurs jours d'affilée, des effets positifs apparaissent. Par exemple, la température corporelle diminue au repos, mais aussi en cas d'activité physique. La fréquence cardiaque s'abaisse. On se met à transpirer davantage et grâce à l'évaporation, on évacue plus de chaleur. L'expérience démontre que la température corporelle augmente plus tôt au cours des premiers jours et que cette hausse est retardée quand la situation se répète. Le corps s'acclimate donc pendant 14 jours environ.
Cette adaptation a cependant ses limites. Elle n'intervient que si la chaleur est sèche, mais pas en cas de fort taux d'humidité de l'air. La transpiration est notre principal mécanisme de thermorégulation. Lorsqu'elle ne fonctionne plus, notre température corporelle augmente. C'est lorsque l'air est humide au point de ne plus pouvoir absorber de vapeur d'eau supplémentaire que le danger guette. Nous surchauffons de l'intérieur car notre transpiration ne peut plus s'évaporer et notre corps ne se refroidit plus. Pour déterminer la température et l'humidité de l'air et les mettre en relation, on utilise ce que l'on appelle la température au thermomètre mouillé. Elle est mesurée grâce à un psychromètre. La température que nous connaissons est aussi appelée température sèche. C'est celle que nous relevons habituellement. Mais l'humidité joue également un rôle important pour la santé. Si on combine humidité et température, on parle alors de température au thermomètre mouillé. On peut la mesurer avec cet instrument. Nous sommes en juin 2023. La température sèche s'élève aujourd'hui à environ 26 degrés et la température humide à 19 degrés. Il fait déjà assez lourd. Si cette valeur dépasse 20 degrés, c'est franchement désagréable. Et à 30 degrés, ça devient dangereux. Quelle température au thermomètre mouillé les humains peuvent-ils supporter ? Pendant longtemps, nous sommes partis du principe que la limite de température au thermomètre mouillé à ne pas dépasser pour garantir la survie humaine était de 35 degrés. Mais cela n'est valable qu'en cas d'inactivité, quand on est nu sur le sol et que la sueur peut s'évaporer. Aussitôt que nous sommes en activité, et pour survivre il en faut un minimum, cette valeur chute assez vite. Des expériences récemment menées aux États-Unis ont révélé qu'elle descendait rapidement à environ 31 degrés et qu'elle baissait encore plus en cas d'activité intense. Ce phénomène dépend aussi des groupes d'âge. Chez les personnes âgées qui transpirent moins, le seuil critique est plus bas. Selon les projections d'Erich Fischer, de vastes régions du monde seront touchées. Certaines pourraient même un jour devenir inhabitables. Nous observons déjà ces conditions dans les Caraïbes, au Mexique ou aux États-Unis. Et elles deviennent carrément problématiques au Pakistan ou en Inde, en Asie tropicale, où les seuils mortels pour les humains sont déjà atteints. Ces conditions poussent des millions de personnes à migrer à la recherche d'endroits où pouvoir survivre. D'ici la fin du siècle, ce scénario pourrait concerner environ 1,5 milliard de personnes en Asie du Sud. Dans cette partie du monde moins prospère que l'hémisphère nord, on manque souvent de moyens pour se protéger de la chaleur. Avec des températures et une humidité de l'air plus élevées, les régions côtières sont particulièrement exposées et susceptibles de devenir inhabitables, avec pour conséquence une migration des populations vers des endroits plus frais. En Europe, les températures au thermomètre mouillé restent bien inférieures à ces valeurs critiques. Mais nous devons aussi nous préparer à ces scénarios extrêmes. Nous avons longtemps vécu dans une certaine stabilité climatique. Et c'est au cours de cette période que nous avons construit nos villes. Face à cette nouvelle réalité, nous n'avons pas d'autre choix que d'adapter notre habitat. Et c'est tout particulièrement nécessaire dans les métropoles. Car c'est là que la chaleur s'accumule. De par leur conception, les villes sont de véritables aimants à chaleur. À Lyon, deuxième ville de France, la météo de 2050 correspondra à celle de Madrid aujourd'hui. Et donc nous voilà maintenant à Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu, qui est un quartier moderne. Et on voit ici l'infrastructure de ce quartier, faite de béton, de dalles, de ciment, d'encore de béton là-bas, c'est là-bas. Et en fait, on voit que le soleil qui éclaire tous ces matériaux, d'accord, en fait, leur donne de l'énergie qui va être rendue pendant la nuit sous forme de chaleur. Et ça, c'est l'origine physique des îlots de chaleur urbains. L'effet d'îlot de chaleur urbain a lieu surtout la nuit, lorsque les sols et les façades restituent de la chaleur dans l'atmosphère plus fraîche. Il en résulte des nuits tropicales dans les grandes villes et une différence de température allant jusqu'à 10 degrés par rapport aux campagnes environnantes.
Cette situation prive les citadins du repos nécessaire pour récupérer de la fatigue accumulée à la suite des fortes chaleurs de la journée. Il est tentant d'utiliser la climatisation pour se rafraîchir, mais elle ne fait qu'aggraver le problème, car elle dégage aussi de la chaleur. Son utilisation à grande échelle peut augmenter la température de l'air urbain de 2,4 degrés. Une hausse qui doit à son tour être compensée par des efforts supplémentaires. Un véritable cercle vicieux, sans parler du fait que tout le monde n'a pas accès à cette solution. La canicule accentue les injustices et les inégalités. Les populations pauvres en souffrent beaucoup plus, comme le révèle la répartition géographique des hospitalisations. De plus, les populations les plus modestes vivent précisément là où il y a le moins d'arbres et où le béton est particulièrement chaud. De plus en plus de villes s'efforcent d'atténuer la chaleur en utilisant de la peinture blanche. En réfléchissant le rayonnement solaire, elle limite le réchauffement des bâtiments et des rues. Plus l'indice de blancheur de la peinture est élevé, plus elle réfléchit la lumière du soleil. Mais l'apparition d'îlots de chaleur urbains n'est pas seulement due aux matériaux utilisés. Pour Roland Pélanque, c'est aussi une question d'aménagement. Cette idée de la physique urbaine, en fait, est née à Boston quand je travaillais au MIT. Avec un collègue, on avait l'habitude de prendre un café toutes les 2 heures et il se trouve que la cour centrale du MIT donne sur la rivière Charles qui sépare Cambridge, où est le MIT, de Boston. Et de là, on voit très bien la skyline de Boston. Et en discutant, on s'est dit, tiens, ça ressemble à une phase de molécules, les bâtiments, de molécules absorbées sur une surface avec différentes hauteurs. Et du coup, on est allé calculer des fonctions qui permettent de caractériser l'ordre ou le désordre de ces molécules. La ville de Boston, aux États-Unis, a donné à Roland Pélanque l'idée d'établir un lien entre la disposition des bâtiments et la température urbaine. Et sa conclusion s'est avérée surprenante. On connaît tous les villes à l'américaine organisées avec des avenues et des rues qui coupent à la perpendiculaire. On connaît tous les villes européennes désorganisées. Alors ici, c'est un quartier très ordonné, avec 4 bâtiments. Et en fait, on a montré, par des simulations, mais également par l'expérience, que ce quartier très ordonné, ici sur un carré, en fait, maximisait l'îlot de chaleur urbain. En fait, on maximise le couplage thermique entre les bâtiments. À l'inverse, une ville européenne désordonnée, on a moins de couplage thermique, et de ce fait, on minimise l'îlot de chaleur. Le couplage thermique est comparable à un flipper. Une interaction s'effectue entre les bâtiments et la chaleur est réfléchie d'une surface à l'autre à la vitesse de l'éclair, ce qui fait grimper le mercure. Mais si je devais optimiser ce quartier-là, on peut aussi introduire des différences de hauteur entre les bâtiments. Donc on minimise la hauteur de façade en vis-à-vis. Encore un petit bâtiment ici. Et quelque part, on a le quartier du futur à îlot de chaleur minimale. Et quelque part, c'est le quartier d'avant, le village d'avant, la texture du passé. Il faudrait donc entièrement revoir la conception de nos villes, ou plus simplement s'inspirer du passé, avec des quartiers plus petits, des bâtiments de différentes hauteurs et une distance adaptée, soit suffisamment importante pour limiter le couplage thermique, soit assez réduite pour bloquer les rayons du soleil. En journée, le quartier moderne de la Part-Dieu à Lyon affiche 4 degrés de plus que la vieille ville. La nuit, la différence est encore plus importante, car la chaleur absorbée est restituée à l'air ambiant. Dans le monde, environ 200 millions de personnes vivent de nos jours dans plus de 350 villes où les températures maximales dépassent les 35 degrés. D'ici 2050, ce chiffre pourrait atteindre 1,6 milliard. Les aménagements nécessaires sont souvent difficiles à mettre en œuvre, notamment dans les villes en partie classées monuments historiques, comme Paris. Ici, le nombre de jours de canicule devrait atteindre 20 jours par an en 2030, contre 14 jours en 2010. Ouais, on a vu qu'à Lyon, il y avait des parties de Lyon qui étaient plus fraîches, d'autres plus chaudes. Et ce n'est pas le cas à Paris. En fait, Paris, globalement, c'était un immense îlot de chaleur. Et la raison de ça, c'est évidemment la densité urbaine, mais c'est également la forme urbaine. Il y en a partout.
les mêmes immeubles de 5 étages, avec les mêmes largeurs de rue qui font qu'on a ce fameux couplage thermique entre les bâtiments et qu'on localise la chaleur. La différence de température entre Paris et sa périphérie peut atteindre 10 degrés. Comment faire pour refroidir la capitale? Pourquoi pas grâce à une gigantesque usine de froid cachée à 30 mètres sous terre? Ici, on est sur une centrale de production de froid. Son rôle, c'est de produire de l'eau glacée. Fraîcheur de Paris, c'est l'entreprise qui exploite le réseau de froid de la ville de Paris. C'est un réseau de rafraîchissement qui circule dans tout Paris et il dessert de l'eau glacée à près de 800 abonnés dans Paris. L'eau est pompée dans la Seine, puis refroidie à une température de 2 à 4 degrés grâce à des énergies renouvelables. Des pompes la distribuent ensuite dans toute la ville via un réseau d'environ 90 km de conduite. Cette eau froide alimente des musées, des centres commerciaux et des hôtels et les refroidit en absorbant leur chaleur. Elle réintègre ensuite les groupes frigorifiques à une température d'environ 12 degrés pour y être à nouveau refroidi. D'ici à 2042, le réseau de froid urbain devrait atteindre 252 km et être raccordé à des infrastructures essentielles comme les hôpitaux. Nous, on propose un rafraîchissement qui est plus vertueux qu'une solution de climatisation classique. Là, vous êtes sur une infrastructure qui est collective, qui n'a pas d'effet sur l'îlot de chaleur urbain. Parmi les clients de Fraîcheur de Paris figure le grand magasin le plus ancien de la capitale. Pendant longtemps, le bâtiment a été rafraîchi par d'imposants climatiseurs installés sur le toit. Aujourd'hui, la fraîcheur provient du nouveau réseau de froid et un jardin partagé a été installé sur le toit. Ce type d'espace vert est un moyen simple de réduire l'effet d'îlot de chaleur. Car contrairement à l'asphalte et au béton, les espaces verts permettent à la pluie de s'infiltrer et de s'évaporer, et donc de rafraîchir les environs. L'actuel record de température à Paris s'élève à 42,6 degrés. Quelle est la probabilité d'atteindre le seuil fatidique des 50 degrés à l'avenir? C'est effectivement possible en l'état actuel des connaissances. Si le réchauffement se poursuit, des températures allant jusqu'à 50 degrés ne sont pas exclues, même à Paris. Pour se préparer à un tel scénario, la ville a pris différentes mesures, dont la mise en place d'un plan canicule. En cas d'activation de ce dernier, les personnes âgées et isolées bénéficient d'un accompagnement des autorités au moyen d'appels et de visites. En outre, la ville s'efforce d'aménager davantage d'espaces verts et de pistes cyclables. Une application indique également les zones d'ombre, les points d'eau et les espaces verts les plus proches. Mais ces mesures suffiront-elles à éviter qu'une catastrophe comme celle de 2003 ne se reproduise? En octobre 2023, Paris a organisé un exercice à grande échelle, dans le cadre de la stratégie de résilience de la ville. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes qu'au début de la recherche de solutions adaptées à la canicule. Car jusqu'à présent, la menace pour nous, les humains, venait plutôt du côté opposé du thermomètre. La vie en Europe a longtemps été menacée par l'hiver. Au Moyen-Âge, et même avant, les gens devaient lutter contre les grands froids, surtout dans le nord du continent. L'été, en revanche, représentait une menace plutôt faible. Bien que le danger lié aux canicules ne cesse d'augmenter, il semble que nous en sous-estimions encore la portée et que nous espérions que tout continuera comme avant. Les conséquences sont pourtant déjà graves. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, entre 1980 et 2022, les vagues de chaleur ont causé quelques 130 milliards d'euros de dommages au sein de l'Union européenne. L'Espagne est le pays le plus concerné. Les canicules de l'été 2023
ont entraîné de lourdes pertes pour l'économie espagnole. L'agriculture est particulièrement touchée. Elle absorbe environ 80% des ressources hydriques du pays. Pour irriguer les cultures, l'eau des lacs et des rivières est détournée vers les surfaces agricoles dans des régions déjà très sèches, souvent de manière illégale. Ce qui aggrave encore la situation. Si les sols sont déjà très secs au début de l'épisode caniculaire, il ne peut y avoir qu'une évaporation minimale. Et c'est justement celle-ci qui refroidit normalement les surfaces. Ces sols desséchés ont donc un effet amplificateur supplémentaire. Les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus longues. Les vagues de chaleur renforcent à leur tour la sécheresse. De nouveaux pans du territoire andalou sont en danger de désertification, et ce, avec en plus une agriculture qui mise sur l'augmentation des rendements. Cette approche de l'agriculture visant à maximiser la production entraîne l'aménagement de monocultures qui s'étendent comme des océans sans fin. Et avec la multiplication des canicules, cela nous vulnérabilise. Nous sommes au milieu d'un océan d'oliviers. 90 à 95% des gens en vivent par ici. Il s'agit quasiment d'une monoculture. L'Espagne est le premier producteur mondial d'huile d'olive. La plus grande partie provient de la province andalouse de Jaén, qui compte quelques 66 millions d'oliviers. Ces arbres étant peu exigeants et peu gourmands en eau, ils sont plutôt bien adaptés à la sécheresse andalouse. Mais même les oliviers ont leurs limites. Je me souviens que quand j'étais petit, il pleuvait beaucoup plus. Il n'y avait d'ailleurs pas de système d'irrigation. La seule chose qui permettait d'irriguer les sols, c'était la pluie. Depuis 10 ou 15 ans, les températures sont beaucoup plus élevées et l'intervalle entre deux pluies beaucoup plus long. Et c'est un problème. D'autant qu'une nouvelle baisse des précipitations est attendue. La sécheresse extrême combinée aux vagues de chaleur peut être particulièrement néfaste aux oliviers, surtout pendant la floraison. Ces 2 dernières années, on a eu un vent du sud très chaud venant d'Afrique. Il a littéralement brûlé les fleurs, qui sont très fragiles. Quand ça se produit, il n'y a pas de fruits. C'est pourquoi la production a été si faible ces 2 dernières années. C'est précisément à ce moment critique que la vague de chaleur frappe la fleur et la brûle. En 1, 2 ou 3 jours, l'intégralité d'une récolte peut être perdue. Les pertes de récolte dues à la chaleur et au manque d'eau mettent en péril la survie économique des oléiculteurs comme Agustín. Une agriculture basée presque exclusivement sur la monoculture peut-elle fonctionner dans un monde de plus en plus chaud? L'événement météorologique extrême que constitue une canicule représente une menace sérieuse pour l'approvisionnement alimentaire, y compris là où on ne le soupçonnerait peut-être pas. Dans la mer. Aujourd'hui, par exemple, on a un poisson spécial, qu'on ne trouvait pas avant. C'est un barracuda, voilà. Ça, c'est un poisson qu'on n'avait pas avant ici en Méditerranée. On en a depuis quelques années, une dizaine d'années, mais ils sont de plus en plus gros. C'est un poisson qui nous porte un peu tort parce que c'est des poissons voraces, méchants et carnassiers. Ça bouffe énormément d'autres espèces qui nous gênent à nous, quoi. Des poissons qu'on pêche chez nous. Ça mange beaucoup, trop. C'est trop féroce. Ça, c'est un loup. C'est un loup. Un loup, un mangeur d'hommes, on va dire. C'est barracuda. C'est des poissons qu'on n'avait pas avant. Les espèces invasives comme le barracuda sont de plus en plus présentes dans la région de Marseille. Elles migrent à la suite de la hausse des températures et perturbent l'écosystème. Car il n'y a pas que les canicules terrestres qui s'intensifient. La température grimpe aussi dans les océans.
Sous l'eau, même 1 degré au-dessus de la moyenne normale pendant une période prolongée peut avoir des conséquences importantes. On parle alors de vagues de chaleur océanique. Une vague de chaleur océanique est un réchauffement anormal d'une zone maritime donnée pendant au moins 5 jours. Cette anomalie ou cet écart par rapport aux moyennes normales peut être d'1 degré, par exemple, mais on a déjà observé des températures de 4 à 5 degrés supérieures aux moyennes habituelles. Les vagues de chaleur océanique sont donc similaires aux canicules terrestres. Elles se distinguent toutefois par leurs effets. On pourrait se représenter la vague de chaleur océanique comme la croûte supérieure d'une crème brûlée. Elle concerne principalement la couche superficielle de l'océan. Certaines vagues de chaleur se concentrent sur la surface, c'est-à-dire sur les 10 premiers mètres. D'autres descendent plus bas, jusqu'à 40 ou 50 mètres. Et puis, certaines vont jusqu'à 200 mètres de profondeur. Mais il s'agit dans tous les cas de la couche superficielle de l'océan, car celui-ci peut atteindre 4000 ou 5000 mètres de profondeur. On a récemment découvert que les vagues de chaleur océanique qui se produisent entre 50 et 200 mètres de profondeur sont plus longues et plus intenses que celles de la couche la plus superficielle. Le stress thermique menace la biodiversité de cette zone où les animaux sont habitués à des températures stables. Contrairement aux canicules terrestres, les canicules marines sont encore peu étudiées. Il semble que leurs causes soient diverses. La modification des courants marins peut entraîner une concentration d'eau chaude dans certaines régions. D'autres vagues de chaleur océanique trouvent leur origine dans des situations anticycloniques durables. Les nuages se dissipent et un rayonnement solaire plus important atteint la mer. Les vents jouent également un rôle. En temps normal, ils provoquent l'évaporation et le brassage des couches supérieures de l'océan avec les couches plus profondes et plus fraîches. S'ils faiblissent, l'effet de refroidissement disparaît. Les vents rafraîchissent aussi l'air d'une autre façon. Ainsi, en temps normal, les alizés charrient du sable du Sahara. Les particules de poussière présentes dans l'air renvoient la lumière du soleil. Si les vents faiblissent sous l'action d'une modification des courants marins, les particules de poussière ne sont plus là pour protéger la surface de la mer de l'énergie solaire. Durant l'été 2022, des températures maximales allant jusqu'à 27 degrés à 20 mètres de profondeur ont été relevées au large de Marseille, soit 4 degrés de plus que les maximales habituelles. Fin juillet 2023, en Méditerranée, on a enregistré une température moyenne des eaux superficielles de 28,7 degrés. Un record absolu. Alors ce qui se passe, c'est qu'il fait trop chaud tous les étés, la température de l'eau est trop chaude et ça modifie tout le paysage sous-marin méditerranéen. Ces températures trop élevées entraînent la mort massive des coraux, qui jouent le même rôle clé dans l'écosystème marin que nos forêts terrestres. Ils protègent de nombreux êtres vivants en leur fournissant de l'ombre ou des lieux de reproduction. On réalise des prélèvements, des échantillons. Donc on ramasse des morceaux de gorgogne et de corail rouge. On ramasse des morceaux sur des colonies qui sont encore saines, donc des colonies qui ont survécu parce que heureusement il y en a qui survivent. Et on ramasse aussi des morceaux sur les colonies qui ont été touchées par la mortalité et les canicules. Donc on ramasse du tissu qui est encore vivant. Et ces morceaux, ils vont partir en analyse en laboratoire. Donc ils vont servir à comprendre les mécanismes génétiques qui peuvent être liés à l'adaptation de certaines colonies, celles qui résistent, pourquoi elles résistent. Tristan et Stack ne se contentent pas d'enquêter sur la mort des coraux. Ils surveillent également la température de l'eau au large de Marseille. Une fois qu'on sort les données de température des thermomètres, on peut obtenir ce graphe qui nous donne la température sur toute la tranche de profondeur entre 0 et 40 mètres, sur l'ensemble de l'été et un petit peu sur l'automne aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu plusieurs canicules marines différentes, distinctes, plusieurs vagues d'anomalies thermiques. Et on en a eu certaines qui étaient des températures très élevées, allant jusqu'à 28 degrés, et seulement sur quelques jours. On a atteint des valeurs allant jusqu'à 80% de colonies touchées dans une population sur les premières tranches de profondeur. Et ces chiffres, ils sont 2 fois supérieurs à ce qui a été observé sur le précédent record de mortalité qui était en 2003.
Contrairement à leur équivalent terrestre qui dure généralement quelques jours ou tout au plus quelques semaines, les canicules marines peuvent se prolonger des mois, voire des années, l'eau de mer réagissant plus lentement que l'air. En 2013, une gigantesque vague de chaleur marine est apparue dans le Pacifique Nord, sur une superficie de plus de 4 millions de kilomètres carrés, et pendant plus de 2 ans. Elle a été surnommée Blob par les médias. Cette énorme bulle de chaleur a empêché les eaux profondes riches en nutriments de remonter vers la surface. Les algues et les crustacés planctoniques ont disparu, avec pour conséquence la mort de plus de 100 millions de cabillaud du Pacifique et de dizaines de milliers d'oiseaux marins. En parallèle, ce réchauffement a entraîné la prolifération d'algues toxiques qui ont paralysé l'industrie de la pêche. Il est difficile de dire si une canicule aussi lourde de conséquences menace également la Méditerranée. Mais on sait que cette petite mer fermée se réchauffe déjà 20% plus vite que les autres océans. Depuis les années 1980, la température de la surface de la Méditerranée augmente en moyenne de 0,4 degrés par décennie. La hausse de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur marine est également la conséquence d'une surstimulation globale des océans. Selon le GIEC, les océans ont absorbé plus de 93% des gaz à effet de serre au cours des 25 dernières années, soit l'énergie thermique d'environ 3 milliards de bombes atomiques. Ce réchauffement est irréversible pour des milliers d'années. Ses conséquences sont d'une part l'élévation du niveau de la mer, couplée à la fonte des glaces sur Terre, et d'autre part une influence sur le nombre de canicules marines, leur intensité et leur fréquence. Entre-temps, on dispose des premières ébauches d'un outil permettant d'anticiper les vagues de chaleur en Méditerranée avec environ 3 mois d'avance. Un service potentiellement important, notamment pour la pêche, afin d'éviter la surexploitation des zones concernées. L'utilité de ce genre de système d'alerte précoce ne se limite pas à la mer. Les chercheurs constatent en effet une influence des canicules marines sur les canicules terrestres. Les vagues de chaleur océanique n'empêchent pas seulement la mer de refroidir les côtes. Elles peuvent aussi provoquer des turbulences dans la basse atmosphère. Cela a pour effet de dissiper les nuages bas près des côtes et d'augmenter la quantité de lumière solaire qui atteint la surface terrestre. Pour Erich Fischer, c'est précisément l'un des plus grands dangers des canicules. Qu'elles se produisent sur Terre ou en mer, elles sont rarement un problème isolé. Les canicules se terminent souvent par des orages très violents. Il faut en général un front froid pour mettre fin à une vague de chaleur. Ensuite, il y a de fortes précipitations, très intenses. Elles s'abattent souvent sur des sols desséchés et imperméabilisés, ce qui empêche l'eau de s'infiltrer et favorise l'écoulement de surface. Cela peut alors entraîner de grosses inondations. Nous avons fréquemment constaté qu'une vague de chaleur était suivie d'inondations. Autre conséquence possible, les incendies de forêt. Bien qu'ils ne soient pas directement déclenchés par les canicules, leur saison commence de plus en plus tôt en raison du dessèchement de la végétation. Et ils épuisent pompiers et populations civiles. Nous sommes confrontés à des incendies dits de 6e génération, qui techniquement ne peuvent plus être éteints. Une fois qu'ils se sont déclarés, tout ce qu'on peut faire, c'est sauver les gens, protéger certaines infrastructures et attendre qu'ils s'éteignent. La quantité de matériaux inflammables combinée à des températures et à des vents forts font de ces incendies une catastrophe majeure. Même si ces scénarios extrêmes ne se réalisent pas toujours, nous devrons vivre avec les nombreuses conséquences des canicules. Et pour cela, nous aurons constamment besoin d'être imaginatifs. Pourquoi pas, par exemple, un parasol géant? Nous voici à l'ombre d'un véritable vaisseau spatial, l'immense métropole parasol de la ville de Séville. On le connaît sous le nom de las setas, les champignons. Il permet une bonne circulation du vent tout en stoppant les rayons du soleil.
Grâce à lui, les habitants de Séville peuvent se réunir et pratiquer des activités qui seraient impensables autrement, étant donné les températures élevées. L'investissement de 86 millions d'euros en valait manifestement la peine. Car la place abritée par ce parasol n'est pas seulement devenue l'un des lieux de rassemblement les plus populaires de la ville, elle a également boosté l'économie locale. Nul besoin toutefois de toujours miser sur des constructions d'une telle ampleur. Dans les ruelles de la ville andalouse, des voiles d'ombrage blanc ont été tendus pour abriter les passants. Une tradition que l'on connaît surtout dans les villes du Maghreb. Ces voiles d'ombrage peuvent abaisser de 6 degrés les températures des façades qui dépassent souvent 40 degrés et de faire chuter de 16 degrés les températures au sol supérieures à 50 degrés. L'adaptation comportementale est bien plus forte et rapide que le changement biologique qui peut résulter de l'évolution. Et une grande partie de notre comportement est basée sur notre culture. L'espèce humaine est capable de s'adapter à son environnement. C'est de cette façon que nous avons pu peupler l'ensemble de la planète. Avec le changement climatique et la fréquence accrue des vagues de chaleur, c'est une fois de plus à nous de nous adapter au nouvel environnement, et non l'inverse. Les canicules d'aujourd'hui nous obligent d'ores et déjà à modifier notre espace de vie. Mais cela suffira-t-il pour les canicules de demain ? Quand je pense à ce qui nous attend face aux canicules, une lutte oppose Fernando le scientifique à Fernando l'être humain. Le scientifique voit les projections, les scénarios qui résulteront de nos émissions. Et l'être humain a tendance à s'affoler et doit se battre pour rester optimiste. Il n'est pas certain qu'une apocalypse aura lieu, et il faut garder cet optimisme. C'est ce que je me dis tous les matins. Il faut préserver cette petite chance, qui s'amenuise mais qui n'est pas encore nulle, et œuvrer à des villes plus vivables, à un monde où nous vivons en accord avec les limites de la nature, et où nous gérons mieux les canicules. C'est possible, mais c'est un vrai défi.